Voilà. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les Ministres, chers collègues. Je vous présente aujourd'hui mon rapport concernant la mission budgétaire Solidarité, Insertion, Égalité des chances, mission dont le budget a augmenté de 10 milliards d'euros, un chiffre qui illustre cette attention centrale au soutien des politiques de solidarité depuis 2017. Dans un contexte de redressement des comptes publics, je me félicite de l'augmentation globale à périmètre constant des crédits alloués à la mission dans le projet de loi de finances pour 2025. Il s'élève ainsi à 30,37 milliards d'euros par rapport à l'année dernière, puisque la mission perd le programme 124, Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, désormais absorbé par le programme 155, Soutien des ministères sociaux. Quelques observations non exhaustives concernant le détail des crédits. Après la nette hausse de 10% de l'année dernière, les crédits du programme 304, qui portent sur l'inclusion sociale, sont quasiment stables. Cette baisse concerne uniquement les crédits prévus pour la prime d'activité, toutes les autres actions du programme 304 étant en hausse. Au total, le gouvernement prévoit près de 12,5 milliards d'euros en 2025 pour la prime d'activité. Celle-ci joue un rôle central en matière d'incitation à l'emploi et de soutien au pouvoir d'achat. Elle est aujourd'hui perçue par près de 4,5 millions des foyers. Les mesures que nous avions votées à la suite du mouvement des Gilets jaunes ont conduit à presque doubler le nombre de bénéficiaires. La légère baisse des crédits prévus dans le PLF est liée à la mise en œuvre de la solidarité à la source. Avancée majeure tant en termes d'accès aux droits que pour réduire les indus. Le programme 304, en complément de la prime d'activité, finance des dispositifs essentiels d'inclusion sociale. Le pacte des solidarités, d'abord, pour sa 3e année, continue une montée en puissance avec une augmentation de 23% par rapport à l'an passé. Il mobilise les crédits de la sécurité sociale et de plusieurs programmes de l'État avec une forte coopération des collectivités territoriales. Ce pacte s'articule autour de 4 axes principaux. Il vise d'abord la prévention de la pauvreté dès l'enfance, en finançant un fonds d'innovation pour la petite enfance, des petits déjeuners gratuits dans les écoles, en Outre-mer et dans les territoires les plus fragiles de l'Hexagone. Le pass colo pour permettre aux enfants de participer à des séjours sous conditions de ressources. Le pacte soutient également la sortie de la pauvreté par l'emploi avec des dispositifs comme Premières Heures en chantier qui facilitent l'insertion des personnes les plus éloignées du marché du travail. Pour garantir l'accès aux droits essentiels, il déploie l'expérimentation Territoire zéro non-recours dans 39 territoires, renforce la domiciliation et mène des actions contre la précarité menstruelle. Enfin, dans le cadre de la transition écologique solidaire, la tarification sociale des cantines et le programme Mieux manger pour tous améliorent la qualité et la durabilité de l'aide alimentaire en introduisant des produits plus sains et respectueux de l'environnement. Le programme 304 prévoit également une augmentation de près de 2% des crédits pour l'aide alimentaire, répondant ainsi aux besoins croissants remontés par les associations. L'action 17, dédiée à la protection et à l'accompagnement des enfants, jeunes et familles vulnérables, voit aussi ses crédits augmenter de 21%. Près de 420 millions d'euros sont ainsi alloués à la stratégie nationale de protection de l'enfance, englobant la prise en charge des mineurs non accompagnés, le soutien aux unités d'accueil pédiatrique enfants en danger, la prévention des sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance, les revalorisations salariales et le financement du service public de la petite enfance pour accompagner les communes. J'en viens au programme 157, Handicap et dépendance. Les crédits de ce programme sont en hausse de 4% et représentent au total 16 milliards d'euros. Cette progression résulte principalement du dynamisme des dépenses relatives à l'allocation adulte handicapé, qui constitue l'essentiel du programme. Nous avons revalorisé le montant de l'AAH, qui s'établit aujourd'hui à 1 016,05 € par mois pour une personne sans enfant, contre 819 € en octobre 2018. L'AAH bénéficie aujourd'hui à 1,3 million de personnes. Aux côtés de l'AAH, le programme 157 finance également des aides au poste versées aux ESAT pour un total de 1,6 milliard d'euros et l'emploi accompagné pour 38,5 millions d'euros. Enfin, le programme 157 finance également les mesures visant à lutter contre la maltraitance des personnes en situation de handicap et des personnes âgées d'ailleurs, notamment grâce au numéro de téléphone d'alerte, le 3977. Le troisième et dernier programme de la mission Solidarité est le programme 137 pour l'égalité entre les femmes et les hommes, politique publique que nous avons érigée comme grande cause nationale. Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit 85 millions d'euros pour le programme 137, soit une hausse de 10% par rapport à 2024. Le programme 137 repose sur 2 piliers. Le premier pilier est celui de l'accès aux droits et l'égalité professionnelle. Près de 25 millions d'euros sont prévus à cet effet. Ces crédits permettent de soutenir les associations et financent les centres d'information sur les droits des femmes et des familles, les espaces de vie affective, relationnelle et sexuelle, mais aussi des projets visant à garantir l'égalité professionnelle et l'entrepreneuriat féminin.
Le deuxième pilier est celui de la lutte contre les violences faites aux femmes. Les crédits prévus soutiennent des dispositifs pour aller vers les victimes, les accueillir et les mettre en sécurité. Le programme 137 finance aussi l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales, qui a bénéficié entre décembre 2023 et juillet 2024 à plus de 26 000 personnes et dont les crédits sont portés à 20,4 millions d'euros. J'en viens désormais à la partie thématique de mon avis qui porte sur l'insertion dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Les Jeux paralympiques de 2024 resteront dans l'histoire. Ils ont permis un changement à grande échelle du regard que la société porte sur les personnes en situation de handicap. Nous devons poursuivre dans cette voie pour lutter contre les stéréotypes et garantir une société pleinement inclusive. L'emploi des personnes en situation de handicap constitue à ce titre un enjeu majeur. Depuis 2017, on observe une baisse historique du taux de chômage des personnes en situation de handicap, passé de 17,6% en 2017 à 12% aujourd'hui. Ces chiffres sont le fruit des améliorations globales observées sur le marché du travail, mais également le résultat des politiques publiques conduites par les gouvernements précédents. Je pense notamment à la loi Avenir professionnel qui a rénové l'obligation employeur et rendu obligatoire les référents handicap dans les entreprises de plus de 250 salariés, à la loi 3DS qui a cherché à favoriser l'insertion en milieu ordinaire et plus récemment à la loi Plein Emploi dont j'ai été rapporteure avec Monsieur le ministre, et qui a notamment affirmé le principe d'orientation professionnelle en milieu ordinaire en tant que droit universel et poursuivi les efforts en matière de convergence des droits entre les travailleurs handicapés en milieu ordinaire et ceux en établissement ou service d'accompagnement par le travail, les ESAT. Malgré ces améliorations, nous ne pouvons pas nous satisfaire du fait que le taux de chômage reste 2 fois plus élevé pour les personnes en situation de handicap. 37 ans après la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des personnes handicapées, le taux d'emploi direct des bénéficiaires de l'obligation d'emploi atteint 5,66% en 2023 dans la fonction publique et 3,5% en 2022 dans le secteur privé, encore loin de l'obligation des 6%. Les discriminations à l'embauche demeurent. Le handicap constitue toujours le premier motif de discrimination dans les réclamations effectuées auprès du défenseur des droits. Le chemin à parcourir pour rendre le monde du travail pleinement inclusif reste donc encore long. Je formule plusieurs recommandations dans mon rapport autour de 3 axes principaux. Le premier axe porte sur les efforts que nous devons conduire pour rendre le milieu ordinaire plus inclusif. Pour cela, il nous incombe de renforcer les incitations à l'emploi, notamment en rendant possible le cumul entre l'AAH2 et les revenus d'activité au-delà du mi-temps. Nous devons également poursuivre les efforts pour mieux garantir l'accès à la formation, y compris initiale, ce qui suppose de rendre l'école et les études supérieures véritablement inclusives. L'accompagnement des employeurs constitue un autre point essentiel. Il faut rappeler que les entreprises de moins de 20 salariés ne sont pas soumises à l'obligation d'emploi et que celles de moins de 250 salariés n'ont pas l'obligation d'avoir un référent handicap. Or, il s'agit d'un vivier d'emploi majeur. Ces entreprises ont besoin d'être accompagnées pour mettre en place des politiques RH inclusives. Les réseaux d'entreprises peuvent jouer un rôle déterminant. Je pense, par exemple, au réseau des entreprises s'engagent. Il existe par ailleurs de nombreuses aides, notamment via la GFIP, qui peuvent encore gagner en efficacité et en lisibilité. Il nous faut aussi développer l'emploi accompagné pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés lors de la dernière conférence nationale du handicap de 30 000 personnes accompagnées d'ici 2027. Nous devons le renforcer à travers les moyens financiers accrus et une rénovation de sa gouvernance. La liste des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières, la liste ECAP, doit être revue. Établie en 1988, elle est aujourd'hui largement obsolète et contribue aux stéréotypes sur le handicap. Je souhaite qu'une nouvelle concertation s'engage en vue de sa révision. Le deuxième axe est celui du soutien au secteur protégé et aux entreprises adaptées que nous devons accompagner dans leur effort de transformation. Les ESAT jouent un rôle majeur en matière d'accompagnement social et d'insertion dans le monde professionnel pour près de 120 000 travailleurs handicapés. Le plan de transformation des ESAT lancé en 2021 reste compliqué à mettre en œuvre. Dans la continuité de ce plan, nous devons favoriser la montée en compétences et l'employabilité des travailleurs en ESAT. La convergence des droits est essentielle, mais elle a de lourdes conséquences financières qui nécessitent un soutien renforcé de l'État. À ce titre, je souhaite que nous remettions en place le Fonds d'accompagnement pour la transformation des ESAT, le FATESAT, qui s'est révélé très efficace pour soutenir la modernisation de ces établissements. Nous souhaitons encourager l'insertion vers le milieu ordinaire des travailleurs en ESAT, qui ne concerne aujourd'hui que 0,6% d'entre eux. Pour cela, il faut développer les ESAT hors les murs et préciser les modalités du parcours renforcé en emploi. Les associations auditionnées ont insisté sur la mise en place d'un simulateur de ressources utile aux travailleurs en ESAT pour calculer leurs ressources en cas de passage vers le milieu ordinaire.
J'ai également pu, au cours de mes auditions, constater les fortes inquiétudes des entreprises adaptées en lien avec les conséquences de la réforme de l'obligation d'emploi. Les entreprises adaptées permettent à des personnes en situation de handicap d'accéder à l'emploi dans des conditions adaptées à leurs capacités. Nous devons les soutenir, favoriser le recours à la sous-traitance et actionner davantage le levier de la commande publique. Le troisième axe de ma réflexion concerne la simplification du parcours de l'usager. La loi plein emploi doit permettre des améliorations significatives en la matière, à condition que le réseau pour l'emploi se mette pleinement en ordre de marche. Les bonnes pratiques observées sur nos territoires doivent nous inspirer. Je pense notamment à l'initiative Cap Jeunes dans mon département, qui permet la mise en place d'un accompagnement unique, assurant la coordination entre les missions locales, les Cap Emploi et France Travail. Et pour terminer, en 2021, l'ONU a invité la France à se mettre en conformité avec la Commission internationale des droits des personnes handicapées en respectant un modèle fondé sur les droits de l'homme. Elle juge un modèle français trop paternaliste qui met l'accent sur l'incapacité des personnes handicapées et fait de l'institutionnalisation la norme. Les mesures prises depuis 2017, en particulier celles de la loi plein emploi de 2023, permettent un changement de paradigme. La Commission des affaires sociales a décidé de nous confier à Sébastien Pétavy et moi-même une mission afin d'évaluer la loi de 2005. Nous y sommes prêts. Alors ensemble, poursuivons cette transformation pour un avenir où chacun, quelle que soit sa situation, trouve pleinement sa place dans notre société. Chers collègues, je vous remercie pour votre attention.